Je me présente, je suis Sébastien Grépeau, le directeur administratif de l'Université de Chicago à Paris. Donc, je suis là très brièvement pour de la bienvenue, pour vous dire bonjour à toutes et à tous, en espérant que n'aura aucun problème technique et tout va bien se passer. Il y a pas de raison. Bien entendu, on aurait préféré accueillir tout le monde dans notre salle à l'Université de Chicago à Paris 13e, que certains d'entre vous connaissent bien. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Bon, j'allais dire, avec Clio, on commence à avoir l'habitude de travailler ensemble. Donc, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Ça a commencé, si elle nous écoute, je la salue fraternellement grâce à Léora Oslander, qui fait partie du comité et qui est aussi professeur à l'Université de Chicago et qui vient très fréquemment à Paris pour enseigner dans notre centre. Donc, je crois que c'est elle qui a eu l'idée de vous faire venir chez nous. Et même quand elle n'est pas là, on continue cela avec grand plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Université de Chicago à Paris, enfin à Paris en tout cas, juste très rapidement dire, on est là maintenant depuis 17 ans. Dans le 13e arrondissement, en face de Paris Diderot. Quand on est arrivé, ils n'étaient pas encore là eux-mêmes, donc à côté de la BNF. On est là pour permettre à nos undergrads, quand il n'y a pas de Covid, de venir on en accueille jusqu'à 75 pour venir chaque trimestre suivre des cours à Paris, dans notre centre, avec des profs de Chicago qui modifient en quelque sorte, qui adaptent leurs cours pour qu'ils soient plus intéressant, plus vivant en étant sur place. Donc, l'avantage, bien sûr, c'est que si un professeur fait un cours sur le Moyen-Âge, il peut faire cours le matin et l'après-midi, on les met tous dans le train ou dans un car, ils vont voir la cathédrale de Chartres. Enfin, bon, alors que ce serait à Chicago, bien entendu, vous verrez ça depuis la bibliothèque. Mais nous avons aussi des matières depuis 10 ans qu'on n'aurait pas pensé faire au début. Maintenant, nous avons des mathématiciens, des astronomes. Nous avons un cours de neurosciences. Donc vraiment, nos cours sont vraiment limités que par l'imagination des professeurs de Chicago et leur volonté de venir ou pas à Paris. Donc bien entendu, en ce moment, ça c'est la partie triste de mon intervention. Nous sommes fermés, comme beaucoup de personnes. Nous venons d'annuler malheureusement le printemps. Donc, nous espérons reprendre pour notre programme d'été, donc en juin. Si ce n'est pas possible, on reprendra à l'automne et on repousse comme ça, ainsi de suite, en espérant que ça sera terminé. Donc, je vois qu'on est 63. Donc, c'est peut-être l'avantage de ce côté positif de Zoom. Allez, c'est que je ne sais pas si on aurait pu rentrer à 63 dans la salle. Donc, peut-être que on peut tirer un côté positif de ça, c'est qu'on pouvait être plus que ce qu'on aurait pu faire dans la salle. Mais bon, espérons quand même que… Mais si ça marche bien, d'ailleurs, je dis ça, on pourra passer à un mode mixte, c'est-à-dire que même une fois que le Covid sera terminé, peut-être avoir bien sûr des gens prioritairement dans la salle, mais leur proposer de suivre aussi ça sur Zoom, parce que c'est quand même bien pratique. Voilà, donc là, je laisse maintenant, comme je disais tout à l'heure, les clés de la maison à Anne, qui prend la suite. Et je vous dis encore une fois bienvenue et bonne discussion, bon colloque. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup à Sébastien Grépeau, merci beaucoup aussi à Marissa Akian qui a été très fidèle, qui a tout organisé, qui a une première fois reporté cette table ronde pour fait de grève. Ça faisait partie des mobilisations de l'année dernière pré-Covid. Donc nous avions reporté et puis sur celle arrivée, nous obligeant à reporter une première fois, puis une deuxième fois, et enfin, la ténacité de l'Université de Chicago à Paris et de Marissa Akian n'ayant pas de limite, nous avons enfin réussi à trouver une date. Donc, merci à l'Université de Chicago à Paris qui nous accueille, en effet, qui a l'habitude d'accueillir Clio et les membres du comité de rédaction. Ce qui est toujours très agréable pour nous. Et là, c'est vrai que voilà, c'est un mixed blessing, comme on dit, d'être par Zoom. Nous sommes probablement plus nombreux et nous pouvons accueillir des gens qui ne sont pas à Paris, ce qui est quand même aussi vraiment très précieux. En même temps, voilà, ce n'est pas désagréable de se retrouver
ensemble dans une pièce et puis de boire un verre après. Mais voilà, on fera sans et on fera sans pendant encore probablement un petit moment. Donc, merci à nos hôtes. Merci aussi aux 3 conférencières invitées qui sont des compagnes de route d'une façon ou d'une autre. Et je vais laisser Clyde les présenter, puis chacune d'entre elles interviendra après que Mathilde ait fait une introduction à propos de ce numéro que nous avons conçu à 3, mais pour lequel Clyde et Mathilde ont par exemple à 2 mains ou à 4 mains rédigé une introduction, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je me suis occupée de certains des articles, ce qu'elles ont fait aussi. Voilà, donc notre investissement. Anne, peut-être avant que Clyde ne présente les intervenantes, tu peux dire toi ce sur quoi tu travailles? On avait dit qu'on se présentait aussi individuellement. Présentez-moi. Donc, moi, je suis l'une des 3 éditrices de ce numéro. Et ce qui avait, je crois, motivé Clyde à me proposer de travailler ensemble sur un numéro sur le Caire, c'est qu'elle savait que je travaillais sur l'histoire de la maternité en contexte colonial au Ghana, et qu'un certain nombre de mes sources évoquaient, dans les termes de l'époque, mais évoquaient quand même, des questions qu'on peut aborder effectivement en termes de care et de travail de care. Donc, j'ai aussi écrit un petit article dans ce numéro de Clio. Donc, voilà, merci. Merci Clyde. Oui, j'en ai aussi quelques-uns à montrer. Voilà, donc Clyde, je te passe la parole, puis Mathilde, et ensuite chacune des intervenantes, si ça vous convient. Donc, je me présente et après, je présente les intervenantes. OK. Mais d'abord, Mathilde se présente avant que je ne présente les intervenantes. C'est ça? Alors, merci. Merci Sandra d'avoir acquiescé. Un phare dans la nuit. Alors, moi, c'est Clyde Primosi. Donc, je suis membre de la revue Clio avec Anne Hugon. Et puis, je suis aussi compagne de route de Anne et de Mathilde. Et c'est pour ça qu'on a pensé ce numéro toutes les 3. Je suis chargée de recherche au CNRS en histoire et je travaille plus particulièrement sur le travail nourricier. Et à l'époque moderne et contemporaine, donc sur les nourrices, c'est le marché de la maternité rémunérée dans une optique longue. Et c'est à cette occasion en fait, que je me suis penchée sur la catégorie de care et que j'ai eu la chance du coup de découvrir les travaux de Sandra Logier et Caroline Ibos qui nous ont véritablement guidés et qui ont inspiré même ce dossier. Je laisse la parole à Mathilde. Alors moi, je suis historienne de la vieillesse au 19e siècle, de la prise en charge des vieux et des vieilles des classes populaires dans les premières institutions qui sont prévues pour elles. Et aujourd'hui, je travaille aussi sur la psychiatrie et aussi sur la mise en nourrice des personnes atteintes de troubles mentaux. Donc, les questions de care résonnent dans plusieurs de mes terrains, mais je dois dire que c'est vraiment la formalisation de ce dossier qui m'a beaucoup construite comme une historienne du care. Voilà. Et je reviendrai tout à l'heure sur la présentation du dossier, mais Clyde va d'abord vous présenter les différentes intervenantes. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat sur on présente les autres. Donc, j'espère ne pas parler à votre place de la mauvaise façon, mais juste très simplement pour mettre voilà, un nom, un titre. Donc, on a le plaisir de recevoir Caroline Ibos, qui est politiste et sociologue à l'université de Rennes 2 et qui, depuis déjà quelques temps maintenant, a contribué à la mobilisation du concept de care dans le champ de la sociologie. Même d'une certaine, évidemment en sciences politiques aussi, mais j'ai toujours eu l'impression de te voir en sociologue d'abord. Donc et j'ai la chance en plus de pouvoir mener un groupe de recherche sur les domesticités avec Caroline, qui vient du coup s'appuyer aussi sur ces réflexions.
Sandra Logier, professeure à Paris 1, qui a vraiment œuvré grandement aux questions de genre, alors de Caire bien évidemment, mais alors sur les questions de genre, l'étudiante de Paris 1 que je suis ne peut que la remercier, donc professeure de philosophie, c'est à noter, hein, on a peu de référents philosophes engagés sur les études féministes et qui servent vraiment de traductrice et de passeuse pour nous, donc j'en profite pour lui dire merci et voilà, être réjouie de pouvoir discuter avec elle à cette occasion. Et Anne Jussaume, alors ça fait un peu, je sais que je passe un peu pour la ravie de la crèche, hein, mais je suis vraiment ravie de toutes ces personnes autour de nous. Anne Jussaume, qui est aussi une compagne de route, qui est dans un groupe de travail avec Mathilde Rossignol-Méos sur les questions de genre et de classe populaire, et qui est maître de conférences en histoire à l'université d'Artois. Et sans trop m'avancer, je pense que c'est une des rares en ce moment en histoire qui fait un lien aussi direct entre ses recherches et les questions de care. Et donc, elle reviendra dessus tout à l'heure pour vous présenter plus en détail donc, son travail en histoire religieuse du 19e siècle. Voilà, Mathilde, je te laisse la parole. Oui, je voulais, alors au-delà et surtout en amont du moment où le care est devenu une question de société ultra visible, hein, pendant cette dernière année, l'ambition qu'on avait de travailler sur cette question avant même d'en faire un dossier, c'est à rapprocher de nos champs de recherche, hein, ceux du genre, des classes populaires, du travail, de la santé pour certaines d'entre nous, avec l'envie de questionner le travail de care et non pas le care lui-même, puisque pour nous, l'enjeu, c'était d'historiciser le care comme travail et non pas comme éthique, ce qui est une question passionnante, mais qui n'était pas notre question de départ. En reprenant du coup plutôt la définition de Tronto, qui définit le care comme activité générique, donc comme pratique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, pour perpétrer, pour réparer notre monde. Donc, c'est de ce parti pris de départ qui est parti à la fois notre réflexion sur le care, des journées d'études et puis finalement le dossier, que nous avons saisi cet objet hein, en amont de la crise sanitaire, avec aussi l'idée d'ouvrir dans une discipline jusque-là rétive à un concept ancien, pourtant ancien dans les sciences sociales, qu'est l'histoire, à se saisir des lunettes du care. Donc, l'invitation de ce dossier, parce que c'est aussi un dossier qui est un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée, hein, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé l'introduction, une invitation aux historiens et aux historiennes du travail, de la famille et évidemment des femmes. Alors, pourquoi publier un tel dossier dans Clio ? D'abord parce que prendre pour objet le travail de care, c'est évidemment questionner le travail dans sa dimension relationnelle, mais c'est aussi le questionner au féminin. Au féminin parce que statistiquement, aujourd'hui en tout cas, et c'est aujourd'hui en tout cas qui est intéressant à questionner comme historien et comme historienne, ce sont des femmes qui sont largement dominantes numériquement comme pourvoyeuses de care. Et puis qualitativement, c'est le développement de compétences associées au féminin que permet de questionner le care, même quand ces compétences sont mises en œuvre par le travail des hommes. Et vous verrez qu'il y a plusieurs articles de ce dossier qui posent la question de la féminisation du travail de care. Pourquoi publier un tel dossier dans Clio ? Parce qu'il y a aussi derrière le travail de care deux possibilités. La première, de penser ensemble un faisceau d'emploi subalterne, c'est-à-dire de penser ensemble l'ensemble des services à la personne comme un vaste secteur d'emploi, un secteur d'emploi largement féminin et un vaste secteur d'emploi pris dans un triple processus. Donc, le proposer à Clio, c'était aussi proposer une nouvelle lecture de l'histoire du travail des femmes, mais aussi proposer une nouvelle lecture du temps long, à la fois marquée par l'institutionnalisation du travail de care, hein, qui va de pair avec une reconnaissance qui passe notamment par la formalisation de parcours de formation, par l'octroi de diplômes, par la rémunération. Et ce processus d'institutionnalisation, il est
interrogé, y compris par des périodes qui ne sont pas marquées par cette dynamique-là. Et la question des compétences aussi est au cœur de ce questionnement, de la formalisation des compétences. Le second processus historique qui paraît intéressant et faute d'articles à côté duquel on est en partie passé, mais c'est pour ça que je dis que c'est aussi un point de départ, c'est la question de la mondialisation. Caroline Ibos a beaucoup travaillé sur cette transformation des échelles dans lesquelles prend place aujourd'hui le marché du care et le soin d'autrui. Et c'est un processus long qu'on pourra questionner à l'avenir. Et puis, le troisième processus, c'est la question de la marchandisation de certains domaines du care, qui va de pair aussi avec la dévalorisation du care non rémunéré, qui est aussi un processus historique important, souvent évoqué par les observateurs du monde contemporain, mais dont nous, historiens et historiennes, nous ne nous étions pas encore emparés. Donc, à l'origine, on a une question très contemporaine, mais fortement ancrée, prise et produite par des processus historiques beaucoup plus amples. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'aller du côté de notre discipline. Les trois questions qu'ont structuré le dossier, je les résume simplement. La première question, c'est une question sur la qualification même des activités qui étaient liées au care. Je l'ai dit tout à l'heure, la première richesse des travaux sur le care, c'est de repenser l'étude du travail subalterne et en ouvrant à nouveau un vieux dossier qui est celui de l'invisibilisation de certaines tâches, souvent effectuées par des femmes, souvent de manière gratuite, souvent dans le cadre privé. On souhaitait continuer la quête des activités invisibles et requalifier de travail des fonctions essentielles à la vie ou à la survie d'une communauté. Donc, à la question de la nature et de la visibilité du lien, on a voulu ajouter une réflexion, encore venue de la sociologie, sur les compétences, les savoir-faire qui naissent de ce lien. Et il y a une troisième question qui s'est arrimée à cette question de la qualification, de la visibilité et de la reconnaissance des compétences, c'était celle des rapports de domination, en essayant de réfléchir à ce que côtoyer la vulnérabilité donnait comme compétence, comme savoir-faire, et en réfléchissant d'une certaine façon au travail de care comme une forme paroxystique de l'emploi féminin. Ça, c'est pour la première série de questions qui poussent à réfléchir à ce qui relève du care et ce que qualifier de care peut faire à l'histoire de l'emploi féminin. La seconde série de questions, elle porte plutôt sur la spécificité des rapports sociaux qui se nouent dans les relations de travail de care, puisque, comme nous l'ont expliqué il y a un moment Paperman et Molinier, les relations de care sont d'abord interpersonnelles et en reposant sur la vulnérabilité que partagent bien souvent le travailleur et la personne dont elle prend soin, elle pose une question spécifique à l'histoire du travail. Elle n'invente pas évidemment la question des rapports de force à l'œuvre dans le travail, mais elle vient le complexifier par la question de la réciprocité et des rapports de dépendance dans le travail, dans l'histoire du travail. Et puis la dernière dimension qui a vraiment servi à nourrir beaucoup de ces articles, y compris pour des gens qui étaient peu sensibles au départ à l'histoire des émotions, c'est la question de la dimension émotionnelle du travail de care qu'on a essayé de faire infuser dans plusieurs des articles et qui, je pense, maintenant travaillent tous nos terrains, en essayant de renverser le présupposé sur le monde du travail comme un univers dépourvu de sentiments, et en reprenant des travaux déjà classiques, comme ceux d'Orchild sur le travail émotionnel, pour essayer de penser le travail de formation, le travail de contrôle de la part émotionnelle des individus au travail, la commercialisation de la part émotionnelle comme des constructions, et essayer d'aller chercher en histoire la façon dont était apparue cette dimension dans le travail, dans les formations, dans la manière de penser certains métiers à mesure qu'ils étaient l'objet d'une professionnalisation. Je terminerai juste pour dire que le vrai défi de ce dossier, c'est d'avoir fait dialoguer des périodes très éloignées,
qui fonctionne et c'est une vraie question, hein, je pense, sur laquelle on va revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des historiennes de l'époque moderne et contemporaine, cet emprunt à la sociologie essentiellement et un peu à la philosophie ont permis de montrer de nouvelles passerelles dans l'histoire du travail et l'histoire des femmes. Clyde? Oui, merci. Je prends le relais du coup. Et pour ouvrir cette discussion, on avait prévu donc une question très, très générale posée à nos trois intervenantes sur le fait de savoir comment en fait ce champ disciplinaire, leur champ disciplinaire, donc la sociologie, les sciences politiques, la philosophie, mais aussi l'histoire, en fait, pour Anne Jussaume, avait été impacté par cette rencontre entre études historiques et CARE qu'on a essayé de mener au sein de ce dossier, une rencontre qui n'était pas évidente à mettre en œuvre et qui, pour nous, a opéré bien des déplacements, mais on se demandait du coup si ces déplacements aussi étaient quelque chose qui avait eu lieu donc, à l'occasion de la lecture de ce dossier et de la rencontre donc, entre les études de CARE et le champ historique. Donc, je ne sais pas qui commence. Par contre, Anne, c'est toi qui peut-être vois un peu le… Alors, je vous avoue que je n'avais pas pensé à un ordre particulier. Je voudrais juste peut-être dire que Caroline Ibos a contribué directement au numéro. Donc, parmi nos trois intervenantes, elle est celle qui a été très directement impliquée dans la fabrication du numéro en écrivant un état de l'art très complet et très précieux. Sandra Logier a été invitée ici parce qu'elle fait vraiment partie des personnes, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui nous ont permis de nous saisir en fait de cet outil. Et puis Anne Jussaume parce que elle avait participé aussi à une journée d'études qui avait précédé la mise en route du numéro et que elle fait partie des historiens et historiennes qui ont l'air de trouver heuristique hein, disons, le concept de CARE, l'outil du CARE dans leurs travaux. Donc, peut-être, Caroline, si tu veux bien commencer, puisque tu avais participé au numéro, et donc voilà, ensuite Sandra et ensuite Anne, si ça vous convient comme ordre de passage. Parfait, ben, merci beaucoup à toutes les trois pour le très beau numéro, pour l'organisation de la journée. Je vais juste, dans les remerciements, recadrer aussi, me resituer par rapport à vous toutes, parce que j'ai avec toutes en fait des liens de travail et des liens des proximités dans la pensée et dans le travail. Donc, Sandra est partie, donc je vais attendre pour… donc, Clyde et Anne et Mathilde, effectivement, vous aviez organisé une journée d'études à l'EHESS, je crois, il y a 2 ans, avant de commencer le numéro, et à laquelle j'avais participé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai suivi. Et je crois que Anne participait à la journée d'études aussi. Donc, j'ai suivi un peu toute la genèse de cette réflexion autour d'une histoire du CARE. Et j'ai bien aimé quand, je crois que c'est Mathilde, tu as dit que tu étais devenue une historienne du CARE. Donc, je trouve ça génial parce que c'était pas évident, en fait, il y a 2 ans, au moment de cette journée, de pouvoir penser une histoire du CARE. Et puis, Sandra, avec Sandra, on travaille depuis longtemps ensemble. Je dois dire que c'est même Sandra qui m'a guidée, moi aussi, sur le terrain du CARE, il y a bien longtemps maintenant, et qui m'a beaucoup encouragée, qui a encouragé les recherches que j'ai faites qui sont dans mon premier livre, Qui gardera nos enfants. Donc, il y a vraiment à la fois des complicités, des réseaux de recherche qui sont poursuivis
dans ce groupe Domesticité avec Clyde, qui est un groupe complètement interdisciplinaire. Mais je dirais aussi que votre curiosité, Clyde et Mathilde, pour la sociologie, elle ne date pas d'hier, parce que vous avez écrit il y a déjà quelques années un article sur Goffman et sur Stigmate, absolument excellent, donc enfin remarquable. Donc voilà. Donc je pense que, en tout cas, moi, je me situe très très bien dans ces croisements de route qui nous relient. Alors, comment est-ce que la sociologie, qu'est-ce que ça fait de mon point de vue à la sociologie que des historiennes, certainement des historiens aussi, mais puisque là il y a des historiennes, je vais faire un féminin universel, se saisissent du Caire. Pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle, et pas seulement à cause de mon attachement indéfectible à l'interdisciplinarité que j'essaie moi aussi de pratiquer, mais parce que il me semble que les travaux, notamment ceux qui sont publiés dans ce numéro de Clio, rééclairent mes propres interrogations, certaines méthodes et des travaux menés en sociologie de plusieurs manières. Je dirais d'une part que les travaux sociologiques, ou une grande partie d'entre eux consacrés au Caire, partent ou ont comme point d'origine le fait que le Caire, comme point de vue analytique, permet de réassembler un grand nombre d'activités, d'attitudes, de pratiques qui sont dispersées, et que cette dispersion des activités, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, rémunérées ou non rémunérées, émotionnelles ou matérielles, que cet émiettement a contribué à les invisibiliser, c'est-à-dire à effacer leur importance sociale. Et que cet effacement de l'attention à la fois au monde ordinaire, à son maintien, cette attention aux vies matérielles, a aussi diminué l'importance des personnes qui en ont la charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans les travaux de Patricia Paperman, extrêmement importants, et qui ont bien posé cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à force, alors même que ce n'était pas du tout ma position il y a quelques années, je finis, et plus encore dans le contexte de la pandémie, de penser que ce que l'on appelle en français le care, et en anglais on ne dit pas le care, et pas seulement cette catégorie analytique ou cette éthique inscrite dans des pratiques, mais que c'est en train de devenir un concept pour décrire et pour penser ensemble toutes ces pratiques, ces émotions, ces désirs, ces manques, cette possibilité aussi d'utopie sociale qui est dispersée et qu'il permet de ressaisir. Et du coup, les travaux historiques, il me semble qu'ils permettent de documenter, alors peut-être les processus et les formes et le mouvement de la dispersion de ces activités, de leur cloisonnement, peut-être aussi d'infléchir cette idée d'un cloisonnement qui peut-être n'a toujours pas été ou qui ne s'est pas donné de la même manière, et aussi de remettre en cause ou de nuancer cette dévalorisation des métiers, des fonctions des personnes. Et je dois dire que dans la revue, dans le numéro de la revue, l'article de Callie McCarthy sur les nourrices à l'hôpital marseillais du Saint-Esprit était très intéressant pour moi parce qu'il montre l'importance accordée à ce travail de soins, importance traduite très matériellement dans les statuts, dans les salaires. Mais il me semble également, et ce travail est en cours, amorcé, mais comme tu l'as dit Mathilde, c'est un commencement, il me semble que l'histoire des perceptions, des catégories du sensible, mais aussi des catégories de l'intelligible, que cette histoire-là, elle est cruciale pour comprendre les généalogies du sens même que le Caire a pris et est en train et continue de prendre, et de son importance. Et là, il y a une grande différence entre l'histoire de la langue française et l'histoire de la langue anglaise. Et je pense que l'histoire du Caire passe aussi par une histoire des mots,
une histoire des mots du Caire, une histoire des catégories du Caire, puisque la langue anglaise, on arrive à peu près à le retracer, montre la séparation initiale entre le domaine du Caire et celui du Cure, puis leur hybridation, leur chevauchement, leur mélange, leur substitution partielle et les formes de leur reséparation qui s'inscrivent à la fois dans la rationalisation des pratiques et dans de nouvelles divisions sociales, sexuelles et raciales du travail. Or, ce sont bien ces catégories du sensible et de l'intelligible qui permettent là encore de faire des liens, de réagencer des situations, de repérer des archipels dans cet entretien des mondes ordinaires, dans ces formes de soutien ordinaire, subalterne ou subalternisé à la vie, dans ce maintien des formes de vie, qu'est-ce qui était inclus, qu'est-ce qui ne l'était pas, qu'est-ce qui l'a été, qu'est-ce qui ne l'a plus été et qu'est-ce qui ne l'a jamais été. Et l'histoire de ces archipels du soin non médical, l'histoire de ces mots du Caire, du regard du Caire, elle me semble absolument nécessaire pour repenser dans leur densité et dans leur profondeur et dans leur mouvement les formes contemporaines de l'attention, du souci à l'autrui, la dévaluation du souci des autres, mais aussi, et là c'est la chose sur laquelle je suis en train d'essayer de travailler dans le Caire, mais aussi la dévaluation du souci de soi pour les femmes et pour les femmes, particulièrement pour des femmes inscrites dans des rapports sociaux très précis, des rapports de classe et aussi des rapports de race. Je crois que c'est important en fait de se ressaisir aussi du Caire comme d'un souci des autres et de soi, c'est-à-dire le souci d'une relation de soi aux autres et non pas comme d'un altruisme. Et je dirais enfin, pour ne pas parler longtemps, que les méthodes des historiennes du Caire invitent les sociologues à réexaminer leurs propres méthodes. Et si l'éthique du Caire ou la sociologie du Caire est une éthique de l'imperceptible, de ce qui ne doit pas peser dans la vie, si le Caire, et ça c'est Pascal Molinier qui l'a très bien montré, passe par ce qu'elle appelle des savoir-faire discrets, donc par des pratiques qui s'effacent elles-mêmes immédiatement dans leur perception, qui ne doivent pas peser, par des émotions, par l'oralité, par les gestes. Comment en faire l'histoire? Et cette question des traces, que laisse ce qui ne laisse pas de traces, ou cette reconstitution des traces à partir d'autres éléments, me semble être au cœur des questions du Caire. Ça me semble être une des grandes difficultés des historiennes du Caire, et peut-être que vous répondrez à cela. Comment reconstituer à partir d'autres traces ce qui n'a pas laissé de traces? Eh bien, je trouve passionnant pour la sociologie de se saisir aussi de cette question et de faire vaciller ses propres fondements épistémologiques et ses propres certitudes épistémologiques à partir de ce point de vue-là. Et un peu parallèlement, de même qu'il y a une histoire orale qui se déploie, que seraient nos savoirs sociologiques si l'on se privait des entretiens, de l'accès au terrain, de l'analyse des visibilités? Est-ce que ça ne ferait pas apparaître d'autres sources? Quelles sont les archives du Caire? Quelles sont nos archives du Caire? Quels sont nos modes d'archiver le Caire? J'essaie beaucoup de travailler là-dessus. À partir donc de la constitution contemporaine des archives du Caire, et je trouve en fait ce basculement extrêmement intéressant. Donc pour moi, les travaux que vous faites en historienne du Caire vont bien au-delà d'une histoire du travail du Caire. Et ils sont très importants, et je le prouve, enfin, je parle justement les multiples collaborations qui me lient à des historiennes. Merci beaucoup. Vas-y, Clyde. Non, je ne savais pas qui passerait la parole, je te laisse. Merci pour cette belle première intervention qui nous encourage. Moi, j'ai pris un certain nombre de notes. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de réagir, mais je suis sûre que je ne serai pas la seule.
Et donc, nous passons la parole à Sandra Logier pour qu'elle nous donne son opinion. J'ai oublié le micro. Merci beaucoup, Anne, d'abord, parce que c'est vrai que tu as été d'une remarquable persévérance pour organiser cet événement et c'était très important et de se retrouver avec tous les reports, c'est vraiment extraordinaire. Et vraiment, je voudrais vous remercier aussi toutes les trois pour ce numéro. J'avoue que j'ai été à la fois extrêmement impressionnée, intéressée, et puis en fait horriblement jalouse en fait parce que en philosophie on pourrait jamais faire quelque chose comme ça. Et pourtant il y a eu pas mal, comme vous l'avez toutes noté, il y a eu pas mal de choses en philosophie sur le Caire, mais arriver précisément à justement avoir cette masse à la fois de données, de descriptions, hein, et d'arriver à rendre vivant une réalité qui permet ensuite de donner une valeur si forte au concept de Caire. C'est ça qui m'a vraiment touchée et impressionnée. Je crois que c'est en effet absolument crucial et très important, très réjouissant que Clio se soit emparée de ce sujet. Je suis moi-même, celles qui me connaissent le savent, hein, c'est vrai que j'ai vraiment euh, très peu de compétences dans votre domaine, en histoire. C'est vrai que je suis vraiment plutôt dans le contemporain, ce qui n'empêche pas d'être historien, bien sûr, hein, et puis dans des débats actuels. Mais d'abord, je sais très bien que dans tout ce qui est promotion d'un domaine, d'une thématique, de toute façon, ça part vraiment de l'histoire et des historiennes, hein. On l'a vu avec le genre en tant que tel, hein. C'est vrai que c'est parce qu'il y a eu les historiennes du genre qu'on a pu vraiment développer ce domaine. Je l'ai vu quand je m'occupais au CNRS des questions de genre, quand il fallait créer un réseau, on s'est appuyé évidemment sur ce qui existait de puissant, qui était l'histoire. Et du coup, je me suis dit, si les historiennes se mettent au Caire, on est sauvés en fait, hein. On est vraiment en une bien meilleure position, puisqu'il y a par définition une puissance, un investissement, et puis effectivement une sorte de réalisation du concept qui nous donne beaucoup de force en fait. Et donc, c'est vrai que c'est très important. Donc, pour moi, ce numéro, c'est crucial. Du coup, alors j'avais effectivement, donc c'est des passions tristes puisque j'avais de l'envie, puis j'avais aussi une forme de honte parce que je me suis dit pourquoi, lorsqu'on a commencé à travailler sur le Caire, ça n'a pas été finalement tout de suite avec les historiennes, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tant de travaux à disposition. Alors, heureusement, Caroline, elle, a toujours été très, très engagée avec votre discipline et nous a aidés. Mais en vous lisant, je me disais, mais c'est drôle comment, quand on a commencé à développer le Caire en France, ça a été vraiment sociologie avec Patricia Paperman, Caroline ensuite avec une petite dimension Sciences Po, mais c'est vraiment sociologie. Ça a été la psychologie, en particulier la psychodynamique du travail, la psychologie sociale avec Pascal, et puis la philosophie, hein. Donc, ça a été ça, les disciplines qui se sont mobilisées. Quand je vois d'ailleurs les différentes études, c'est vrai que je vois à quel point, Caroline a remarqué aussi, le travail de Pascal Molinier, et parce que c'est justement une pensée qui part du travail, hein, qui part du travail de Caire, de la description de la réalité de ce travail, à quel point, en fait, c'est un outil extrêmement puissant, hein, finalement, pour penser tous les sujets qui vous intéressent dans ce numéro. Mais du coup, c'est sûr que moi, j'avais d'abord commencé, enfin, c'est pas hyper important, mais comme finalement, c'est un peu c'est un peu une histoire, hein, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé finalement le texte de Caroline aussi, parce qu'il nous replace aussi dans une histoire depuis 2000, hein, de cette du Caire, hein, de ses recherches sur le Caire. J'avais même vu aussi qu'il y avait une thèse là-dessus aussi d'un sociologue sur comment le Caire s'était diffusé. Donc finalement, c'est aussi une forme
d'histoire, dans la mesure où c'est vrai que Patricia Paperman avait vraiment travaillé de très longue date sur ces questions qui étaient plutôt de l'ordre de la valeur des émotions, des sentiments, que moi aussi j'avais travaillé en éthique et à partir du langage ordinaire. Donc l'idée, comment est-ce qu'on fait une éthique ordinaire à partir de la vie ordinaire et pas des grands concepts, le bien, le mal, etc. Et en fait, elle m'avait lu et elle s'était dit, mais il faut absolument qu'on travaille ensemble sur le CARE. Et ensuite, on a été chercher Pascal et après Caroline. Donc ça, c'est, mais tout ça pour dire que en réalité, ce qui a vraiment compté pour moi dès le départ, c'est de pouvoir travailler avec d'autres disciplines. Justement, ça ne me serait jamais venu à l'idée de travailler sur le CARE uniquement au plan philosophique. Ça a été d'emblée, d'abord Patricia, ensuite Pascal, ensuite Caroline. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et j'y pense puisque je ne sais plus dans quel chapitre, non, j'aurais dû le noter, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu à un moment beaucoup de développement philosophique sur le cas. C'est vrai qu'il y a eu les travaux de Marie Garot, Yann Rugger, etc. Mais de fait, c'est pas ma méthode en fait parce que j'ai jamais eu l'idée de travailler sur le cas au pur plan philosophique et du coup, c'est vrai que je ne comprends pas rétrospectivement pourquoi il n'y a pas eu plus tôt cette jonction-là. C'était évidemment indispensable parce que la question du CARE, elle ne pouvait pas être seulement éthique, et vous le dites à plusieurs d'entre vous, le dit très clairement dans le volume, dans les articles. Ce n'est pas seulement une question de morale des sentiments, c'est par définition donc du travail. Donc c'est la définition de Fronto que vous avez redonnée. Et pourquoi est-ce qu'elle est si parlante et qu'elle est ressortie tout le temps et même dans tous les débats actuels, quand tout le monde tout d'un coup a découvert le CARE, c'est une expérience dont on pourra vous parler, Caroline et moi, parce que c'est quand même assez surréaliste. Mais donc, pourquoi cette définition, elle est aussi puissante? Parce que d'une part, elle montre que le CARE, c'est vraiment ce qui fait vivre tout le monde. Donc, ça a l'air théorique, mais en réalité, ce n'est pas du tout quelque chose qui était admis. Et ensuite, que c'est effectivement un travail qui permet cette continuité, donc cette préservation de l'existence humaine, de la vie. Et donc, la puissance du concept de CARE, et pourquoi ça m'avait absolument passionnée dès le départ, et pourquoi on emploie le mot anglais, vous le savez, vous en avez parlé aussi, c'est parce que c'est le seul qui permet de rassembler ensemble du sentiment et du travail, en fait. C'est un mot, parce que le mot soin ne peut pas tellement faire, en tout cas pas dans la même extension. Et donc, cette possibilité-là, justement, au plan philosophique, pour moi, c'était extraordinaire. En réalité, il n'y avait rien d'équivalent et ça permettait justement de sortir d'une forme d'éthique, des sentiments qui seraient purement affective, bien sûr, mais ça permettait aussi d'ancrer dans la réalité du travail ce concept-là. Et donc, quand j'ai lu finalement l'ensemble des contributions, je me disais, mais c'est vraiment l'achèvement de cela, parce que c'est bien gentil de dire le CARE, c'est du travail, etc. Mais en réalité, il faut aussi décrire vraiment très précisément ce que c'est que ce travail. Et bien sûr, c'est quelque chose qui a été fait en partie par la psychodynamique du travail. Le travail de Pascal Molinier, quand elle décrit ce que c'est que le geste dans une maison, dans un EHPAD maintenant, que de s'occuper physiquement d'une personne. Donc, c'est ces gestes. Mais effectivement, ce que vous ajoutez, c'est en effet toute la description de toutes ces professions, donc les nourrices, les ambulanciers aussi, les sages-femmes bien sûr. Et j'étais aussi, comme Caroline, très saisie bien sûr par les novices aussi. Donc c'est vraiment en fait cette diversité du travail. Comment donc finalement un concept qui va exister que dans ces différentes déclinaisons, il n'y a pas
il n'y a pas un concept général, il y a vraiment toutes ces différentes activités qui doivent être décrites très précisément, comme vous le faites. Et donc, c'est vraiment, en fait, cette approche de la vie ordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est commun quand même à cette pensée philosophique, hein, sociologique, bien sûr. Tu parlais de Goffman, hein, Caroline, donc évidemment l'ethnographie aussi, qui est promue par certains sociologues. Et puis, donc moi, j'essaye de faire en philosophie, mais qui est très minoritaire, qui est de dire ce qui est important, c'est en effet la vie de tous les jours, les concepts, voilà, les concepts ordinaires, et donc surtout, finalement, la compétence même des personnes qui exercent ces métiers. En fait, c'est ça qui me semble vraiment bah, très révolutionnaire, en fait, à la fois dans le care en général depuis le début et dans le fait de s'intéresser non seulement à l'histoire du care, mais à l'histoire du travail de care dans ses différentes formes, parce qu'effectivement, ce care, il est, il est invisibilisé, et donc le fait de le faire apparaître, mais vraiment dans sa compétence, dans son détail, je pense que c'est vraiment absolument crucial et que c'est justement ce qui manquait. Alors, de façon plus anecdotique, hein, pour conclure, c'est vrai que durant toute cette période où tout le monde a découvert le care, hein, même le ministre Véran, en disant que c'était vraiment un truc super, hein, de s'occuper non seulement des gens qui étaient malades, mais des gens qui s'occupaient d'eux, hein. Il avait saisi ce truc-là. Donc, dans toute cette période, c'est vrai que j'ai participé à beaucoup de débats, de discussions, interviews, et la question qui arrivait tout le temps, qui vous consternerait complètement, c'était: ah, mais comment ça se fait quand même, hein, que ces gens, alors que vous dites c'est super important et tout, mais comment ça se fait que ça soit si mal payé, quoi? Est-ce que vous avez une explication? Et je me disais: oui, bien sûr, j'ai une explication, mais bon, l'explication, c'est l'histoire et j'ai pas les compétences, mais c'est l'obsession, en fait. En ce moment, découvrir le care, à chaque fois que, par exemple, j'ai fait ce livre avec Najat Vallaud-Belkacem pour dire que le care, c'était super important, etc. Donc, chaque fois, les journalistes disaient: mais pourquoi c'est si mal payé? Donc, voilà, je leur disais: bah, écoutez, historiquement, alors que je ne suis pas historienne, évidemment, un travail qui était soit pas rémunéré du tout, donné gratuitement à la maison, donc toute cette forme de travail domestique, soit évidemment extrêmement mal payé. Comment vous voulez que maintenant, on puisse demander à le rémunérer Maintenant, correctement? on sait grâce à Lola Zappi et Charles Vanek que c'était des métiers pas du tout dévalorisés il y a 100 ans, ou pas forcément. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est extrêmement, c'est c'est important aussi au plan de ces métiers. Mais bon, après, le travail domestique gratuit, ça existait, voilà, ça existait quand même, hein, voilà, depuis longtemps. Donc, en fait, il y a vraiment voilà, il y a vraiment cette dimension-là, qui est vraiment euh, complètement cruciale aujourd'hui, en particulier au plan d'un agenda politique, en fait, où on voudrait vraiment valoriser ces professions même, hein. Et donc, je crois que ça, c'est le premier point, voilà, de conclusion, que je trouve que je trouve vraiment important. Et puis l'autre, bah, c'est simplement, bah, pour revenir au point de départ, en fait, pourquoi la philosophie, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça change la philosophie? Bon, c'est vrai que bien sûr, depuis le début, l'éthique du care, pour moi, ça modifie complètement la philosophie elle-même, hein. C'est vraiment révolutionnaire, puisque c'est une façon de montrer que la philosophie manque en fait l'essentiel de ce qui compte quand même, enfin beaucoup de choses qui comptent dans la vie, tout un pan de la réalité euh, qui, qui lui échappe, hein. Donc, puisque effectivement, elle ne s'occupe pas, hein, de tout ce domaine de la vie ordinaire, du privé, où les femmes donc, vont accomplir toutes sortes de tâches qui vont être considérées comme moins importante que ce qu'on appelle, on parle beaucoup du public, hein, finalement, en ce moment, c'est le grand thème de la pensée politique. Enfin, en réalité, c'est un thème qui est, malgré tout, pas forcément à l'avantage de la valorisation de la vie domestique. Donc, ça m'a vraiment
intéressée de voir comment est-ce que la philosophie pourrait faire le même travail que vous, là. Parce qu'en réalité, bien sûr que la philosophie va écrire sur le care, sur l'éthique, etc. Il y a eu tout un travail, mais en réalité, si on veut vraiment arriver à mettre en évidence ce que la philosophie a manqué donc, depuis le début et manque aujourd'hui, il faudra arriver vraiment à avoir un travail ethnographique équivalent en philosophie, et je ne vois pas comment. Donc ça m'a vraiment, vous voyez, ça m'a complètement, préoccupée. D'ailleurs, ça m'a intéressé que ça termine quelque chose sur les sages-femmes, puisque vous savez que le début de la philosophie avec Socrate, c'est toujours l'idée, il explique qu'il est comme une sage-femme, en fait, mais homme, hein, et qu'il accouche des pensées, etc. Donc, il y a structurellement, en fait, cette façon de faire de l'homme une meilleure version de de toutes ces activités-là. Et donc, il me semble que là, il y a vraiment un travail très important à faire, encore, qui n'est pas seulement la valorisation des émotions, mais un travail qui est de donner en fait une réalité à effectivement cette, ce que la philosophie, même quand elle parle de morale, va négliger, hein. Et pour ça, il faudrait arriver en effet à faire une forme de description, hein, parce que je crois que notre préoccupation commune, c'est arriver à décrire aussi finalement cette réalité. Et du coup, je pense qu'il y a, voilà, c'est aussi tout un programme de travail. Alors, j'aurais des questions plus spécifiques à poser sur les différentes approches, mais j'ai déjà débordé, donc je ne veux pas, voilà, abuser. Je pense que je pourrais reprendre pour rediscuter, hein. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ça, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole du coup à Anne Jussomme tout de suite. Et dans le chat, je me suis permis de prendre la parole sur Anne Hugon. Mais dans le chat, on a déjà une question d'Arnaud Coulombel qui demandait donc des éclaircissements sur la différence entre care et charité. Donc, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion plus générale. Et peut-être... Je voulais en parler en fait aussi. Voilà, je pense que du coup, à mon avis, Anne en parlera peut-être. Et puis, sinon, dans le cours de la discussion juste après, on y reviendra. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre question. Voilà. Je vous remercie toutes de m'avoir sollicité pour cette table ronde et du coup me donner l'occasion de poursuivre un peu des réflexions qu'on avait initiées effectivement lors de la journée d'études il y a quelques années. Et je me retrouve tout à fait dans cette difficulté à penser une histoire du care. Et du coup, je suis très heureuse de dialoguer avec vous puisqu'il y a un certain nombre de propos qui, je pense, vont résonner. En fait, la question pour moi s'était posée en 2010 quand j'avais commencé ma thèse. Et c'était à ce moment-là où, voulant travailler sur le soin, je m'étais posé la question de m'intéresser au care. Et j'avais été très déroutée, justement parce que l'histoire, à cette époque, ne s'était pas encore vraiment saisie de ce concept. Et je le trouvais à la fois extrêmement séduisant et en même temps, je trouvais ça très difficile de m'en emparer pour l'utiliser de manière pertinente en faisant de l'histoire. Donc, j'étais allée voir votre petit ouvrage Qu'est-ce que le care de Pascal Meunier, de vous, Sandra Logier et de Patricia Pepperman, qui m'avait du coup énormément aidée en fait pour poser une définition assez simple. Donc, pour permettre de penser ensemble activités, dispositions morales et affectives traditionnellement associées aux femmes, avec des compétences, des savoirs, des savoir-faire qui s'acquièrent et s'éprouvent. Et avec cette petite définition, pour moi, du coup, le care s'était imposé comme une évidence pour traiter mon sujet, mais qui ne permettait pas de résoudre toutes les difficultés pour faire une thèse dans le cadre. Alors, une évidence, pourquoi ? D'abord parce que je travaillais sur des religieuses, donc des femmes, souvent invisibilisées en tant que femmes et en tant que religieuses dans l'histoire, qui avaient comme vocation de prendre en charge des personnes vulnérables. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette nature, d'abord ces deux groupes de personnes et la nature du lien qui les unissait.
Et je portais mon intérêt sur des métiers qui aujourd'hui sont des métiers du care, laïcisés, type infirmière, assistante sociale, etc. Voilà. Donc, la définition du care me permettait aussi de penser ensemble des attitudes, des dispositions, des activités et des sentiments. Et c'était particulièrement pertinent, en fait, pour aborder un terrain religieux, puisque dans les archives des congrégations religieuses, il y a toujours une association entre l'activité et le sens qui lui est conféré, qui émane de la vocation et qui est majoritairement pour le 19e siècle exprimé dans un langage affectif. Donc, a priori, voilà, c'était un peu un terrain rêvé. Pour autant, c'était difficile de mobiliser pleinement toujours cet outil et même de l'utiliser pour définir intégralement mon objet d'étude. D'abord parce qu'il y avait quand même un certain impensé du religieux dans les études de care. Alors peut-être que les travaux, je ne les ai pas trouvés aussi, mais voilà, c'était une entrée que j'ai peu trouvée. J'avais peur aussi d'utiliser un concept sur des réalités sociales qui le dépasseraient nécessairement. Il y avait l'appréhension aussi de bien justement revenir au sens des mots et au sens des mots du 19e siècle. Et avec l'idée aussi que l'univers religieux que j'étudiais et aussi finalement les pratiques pouvaient toujours résister à un concept beaucoup plus contemporain. Et aussi parce que à la fois je retrouvais dans le discours religieux un certain nombre de mots, le soin, mais aussi beaucoup le service, qui a un mot assez central dans le discours religieux, mais qui est aussi chargé de sens, et j'y reviendrai à la fin. Et une autre difficulté que j'avais, c'était que effectivement les communautés religieuses apostoliques du 19e siècle vont couvrir, et Mathieu Bréjon de Laverny l'évoque dans son travail, vont avoir énormément d'activités qui relèvent toutes du care. Seulement moi, dans ma thèse, je ne pouvais pas toutes les approcher. Donc il fallait que je sélectionne, et je m'étais seulement intéressée à la relation entre des malades et les sœurs. Et j'ai décidé d'évincer de mon champ de recherche toute la question des orphelinats, des enfants, etc. Alors que pour autant, ça relève aussi du care. Et enfin, de manière plus générale, voilà, comment je pouvais utiliser ce care pour chausser les lunettes de care et pas seulement délimiter à un objet d'étude ou avoir recours à voilà. La question, c'était quelle était la plus-value de ce concept par rapport à l'histoire du genre, par rapport à l'histoire religieuse ou les outils de la sociologie interactionniste que j'utilisais déjà pour penser mon travail. Comment j'ai résolu le problème en 2016 et ce qui n'est pas tout à fait la même façon dont je le résous aujourd'hui, notamment grâce à ce numéro. La première chose, c'est que j'avais joué dans mon titre avec 2 définitions. J'ai employé le terme de soin et le terme de souci des autres. Et dans le cours de mon travail, j'ai proposé des éclairages grâce à des travaux, notamment ceux de Pascal Molinier, sur des points spécifiques qui me permettaient d'éclairer certains aspects du travail de soins des sœurs ou de la construction des émotions dans la relation de soins, ou même de la construction de ces dispositions qui pourraient paraître émanant d'une vocation et donc potentiellement essentialisées. Et grâce aux archives que j'ai pu voir, j'ai pu montrer en fait qu'elles relevaient d'un travail et d'un apprentissage. C'est-à-dire qu'une sœur, elle apprend à ne pas montrer de dégoût face à un malade, elle apprend à adopter une attitude qui est celle de la compassion, alors même qu'elle pourrait avoir un sentiment de rejet. Et en fait, c'est devenu... et puis la conclusion finale, c'était que dans la relation de soins qui se noue entre un malade et une sœur, certes, il y a une dimension médicale, certes, il y a une dimension religieuse, mais il y a aussi, au-delà et par-delà de tout ça, la question du souci de soi et du souci de l'autre qui s'affirme progressivement au XIXe siècle et que je pouvais déceler à travers les archives. Par-delà l'enjeu médical, l'enjeu social et moral et l'enjeu à proprement religieux. Donc, j'avais réussi ainsi, à partir d'un retour aux archives, à déceler ces éléments qui me permettaient d'approcher le care par différents aspects, mais sans donner une forme d'unité conceptuelle absolument systématique à mon travail. Alors, depuis 2016, il y a eu tout d'abord la journée d'études qui m'avait amené, notamment avec le travail de care, à corser un peu la réflexion et la conceptualisation autour de cette notion de travail. Et puis ensuite, du coup, ce numéro
qui me permet, dans la préparation du manuscrit pour publier ma thèse, d'avoir des référents historiques et de pouvoir vraiment les discuter de manière beaucoup plus efficace, je pourrais dire, et voilà, de constituer une historiographie avec qui je peux être en dialogue. Et alors ça, c'est très pratique, mais c'est très utile en fait quand on écrit et quand on pense. Et puis du coup, voilà, de dialoguer avec d'autres terrains. Ça m'a permis du coup d'aller plus loin dans l'analyse et de développer des chapitres, des sous-parties en tout cas que je n'avais pas développées auparavant. Et notamment tout ce qui est par exemple autour de nommer et appréhender les difficultés du travail de soins sont devenues des sous-parties entières de chapitres, alors qu'auparavant, elles n'avaient pas du tout cette place-là. Et donc, juste pour vous donner un exemple, c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour répondre un tout petit peu à la question des archives du Caire, moi, j'ai trouvé dans les archives de formation des futures sœurs, donc des novices, il y a tout un ensemble de règles et de dispositions qui discutent les vertus de la vie religieuse, la chasteté, la prudence, l'obéissance. Et en fait, elles expliquent comment les sœurs doivent acquérir ces dispositions en donnant des exemples pratiques de situations de soins aux malades. Un autre lieu, c'est par exemple aller voir les lieux de la vie religieuse qui, a priori, ne relèvent pas de la relation aux malades. Typiquement, dans la vie religieuse, il y a un temps qu'on appelle la récréation, qui est en fait, c'est un peu la pause café des sœurs au milieu de leur journée. Et en fait, on voit à travers ces récits-là qu'en fait, elles se racontent ce qui se passe dans leur garde auprès des malades. Et elles le font, et donc là, j'avais utilisé aussi les travaux de Pascale Molinier, selon les critères attendus d'un soin féminin. Donc, elles disent qu'elles ont un gros cœur, elles expriment de la compassion pour exprimer toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir auprès des malades. Et ces espaces-là fonctionnent aussi comme des espaces de transmission. Et du coup, comme il y a aujourd'hui des transmissions en fait, entre des équipes infirmières qui se relaient auprès des malades, puisque les sœurs se relaient elles-mêmes au 19e siècle auprès des malades. Donc, et puis par exemple, il y a d'autres choses. L'important, j'avais trouvé ensuite des règlements qui disent qu'il faut absolument rester gai et rire à la récréation pour à la fois que les nerfs se détendent, et c'est une expression de l'époque, mais aussi voilà, pour prévenir les sentiments d'hostilité qu'elles pouvaient avoir à l'encontre de certains malades. Donc, en fait, on peut déceler, et c'est ça que je trouvais intéressant, dans des archives ou des objets d'une vie religieuse hors du temps du soin, des archives sur le temps du soin et des procédés qui construisent l'attitude à adopter auprès des malades. Et tout ce travail-là, on pourrait aussi le développer, mais je ne vais pas le faire ici, sur la vocation, qui est aussi quelque chose qui pourrait paraître essentialisé lors d'un appel, mais qui est en fait quelque chose d'éminemment construit, et ça m'a aussi conduite à interroger ce que j'ai fini par appeler le travail de la vocation. Et donc, pour terminer, je voudrais juste proposer quelques réflexions sur ce que l'étude du religieux, au sens un peu large en fait, à partir de mon cas, pourrait apporter à la compréhension du Caire. Donc, c'est juste des pistes que je lance un peu comme ça, hein, c'est pas du tout des... Et plutôt de voir comment le discours ou les univers religieux peuvent colorer, transformer ou investir d'un sens un peu différent peut-être des activités et des dispositions, en tout cas poser des questions. La première chose, c'est d'abord dévoiler des acteurs et des actrices du soin, souvent des invisibles et très souvent des femmes, et du coup dans une chronologie un peu longue, inscrire la très longue tradition de prise en charge par l'Église des besoins d'autrui et des populations vulnérables. Il serait du coup intéressant de réinterroger cette genèse des métiers du Caire en les réintégrant comme ça dans des généalogies beaucoup plus longues. Alors c'est très long, et de penser aussi la mutation des formes de ces métiers et des populations vulnérables qui sont choisies par les communautés religieuses. Par exemple, au 19e siècle, les communautés religieuses investissent l'éducation, les orphelinats, le soin aux malades, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, par exemple l'éducation ou la prise en charge des jeunes enfants. Par contre, il y a d'autres figures de populations vulnérables qui sont prises en charge par ces communautés, les migrants, et voilà, etc. Donc, il y a aussi une adaptation et une construction derrière la figure emblématique du pauvre de nouvelles populations vulnérables prises en charge. Donc ça pourrait être une première piste à creuser. La deuxième question qu'on pourrait, à mon avis, creuser, qui fait un peu écho à ce que vous avez mentionné, c'est réfléchir à la gratuité et au caractère très peu rémunéré de ces métiers du Caire. Alors, on peut avoir tendance à penser que c'est parce que ça viendrait soit de
de tâches domestiques traditionnellement non rémunérées ou de tâches associées à une vocation et qui, du coup, ne mériteraient pas de rétribution. Alors, sans doute, je peux proposer aussi peut-être d'autres pistes de réflexion. Effectivement, ces sœurs, elles sont très peu rémunérées, mais qu'elles soient supérieures ou associées à une salle des malades, elles ont le même salaire. Donc, il y a aussi une dissociation entre la fonction exercée et l'activité du care. Et du coup, la deuxième nuance qu'on peut aborder, c'est qu'au sein même d'une communauté religieuse, tout le monde ne fait pas du care, même si c'est l'identité institutionnelle qui est promue. Et ce qui me permet de faire le lien, c'est que ces métiers du care, ces activités du care au sein des communautés religieuses, elles sont, à l'inverse de ce qui existe aujourd'hui, pensées dans un cadre collectif et supportées par une institution. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour une sœur, c'est pas grave de ne pas être bien payée, pas seulement parce qu'on considère que son métier relève d'une vocation, mais parce qu'elle a fait elle-même vœu de pauvreté, parce que l'institution, dans tous les cas, lui garantit un toit, la nourriture et des soins jusqu'à la fin de sa vie. Donc, elle n'est pas en situation de précarité économique. Donc, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Et d'autre part, parce qu'il existe d'autres rémunérations symboliques et spirituelles qui ont des sens différents en fonction des groupes sociaux et des temps. C'est-à-dire que pour une sœur au XIXe siècle, elle a une rétribution qui a énormément de valeur, qui en a peut-être beaucoup moins aujourd'hui, qui est celle de faire son salut. Et donc, on peut considérer que c'est une compensation symbolique, mais on peut aussi considérer que c'est extrêmement important pour un individu du XIXe siècle d'avoir l'assurance que son âme sera sauvée après la mort. Donc voilà, c'est comme ça produire en fait des décalages pour penser aussi les compensations symboliques ou spirituelles ou matérielles sous d'autres angles que la simple rémunération ou de ce qui se joue dans la relation. Et le dernier point que je peux souligner d'intéressant avec le fait d'intégrer le facteur religieux dans la réflexion autour du care, c'est de repenser en fait les valeurs et d'intégrer les logiques propres au discours religieux. C'est-à-dire que, certes, ce sont par exemple, toute la question autour des métiers subalternes, qui sont ceux associés au care. Je suis toujours un peu embêtée avec cette question. D'abord parce que, effectivement, vous avez des sœurs qui sont associées à une identité institutionnelle de service, mais qui sont dans des positions de pouvoir, en fait. Au XIXe siècle, entrer en religion pour faire du soin des pauvres, même si dans la hiérarchie des ordres religieux, c'est moins bien que de rentrer chez les carmélites, dans l'idéal social. Néanmoins, entrer en religion pour un certain nombre de femmes, ça correspond à une ascension sociale. Donc voilà, on n'est plus dans un métier proprement subalterne par rapport à la société en général. Et si on analyse même le discours religieux, la notion de service, puisque c'est en fait institutionnellement, elles se définissent comme étant au service des pauvres, il y a toute une logique d'humilité. En fait, on performe l'humilité pour être relevé. Et tout ça, c'est très lié au discours évangélique, et donc qui doit aussi qui peut être associé à une position subalterne, mais qui doit aussi se comprendre dans un sens évangélique, puisque c'est en fait l'univers de sens dans lequel les sœurs sont baignées. Et il faut aussi envisager le fait que dans le système catholique, en tout cas, la position de service et le mot de service masque aussi souvent des positions de pouvoir. Et donc, il faut arriver comme ça à penser tous les enjeux qui sont liés au sens des mots et à leur transcription concrète de fonctions au sein de l'Église ou en tout cas de l'univers religieux. Voilà, c'est un peu les différents points que je voulais souligner, et peut-être aussi surtout la dernière chose qui est intéressante, c'est donc du coup de penser les dynamiques sociales et sexuées de ces métiers de care, mais de les penser aussi dans l'univers religieux pour ne pas faire d'un univers religieux qui serait de l'ordre de la vocation essentialisée et de sa laïcisation qui serait ensuite de logique sociale, etc. Non, en fait, il y a énormément de logique sociale et de dynamique, de construction sociale et sexuée dans les discours religieux, et que les mots et même les discours qui pourraient être assimilés à du spirituel ont en fait des fonctions éminemment pratiques. Et en fait, c'est plutôt cette imbrication qu'il faudrait chercher à analyser. Et du coup, pour mieux comprendre, en fait, à mon avis, une autre modalité de discours, de réflexion et d'activité sur le care. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on a énormément de questions, mais on a très, très envie aussi que les gens qui sont présents puissent intervenir. Et puis, notamment, par exemple, on a une des auteurs du numéro qui est présente, Lola Zapi, qui a travaillé sur les assistantes sociales. Et du coup, voilà, je sais pas un peu comment on peut trancher la chose. Si d'ores et déjà, on peut peut-être solliciter aussi Lola pour un retour sur expérience, ou si on prend des premières questions, ou si nous, on pose des premières questions, mais ça a toujours tendance à faire que ça monopolise la parole au profit des conférenciers plutôt que des gens qui y assistent. Donc, Ça serait bien que Lola dise un mot. Ça Ce serait serait bien que bien que Lola Lola, dise quelques mots et dise puis on un pourrait petit mot, et répondre puis aux après, premières on questions. prend les questions. Ouais. Voilà, je suis d'accord. Je pense que si Lola veut bien intervenir, ensuite on peut demander au public de poser des questions un peu groupées. Et puis, Il y en a déjà pas mal. Hein. Voilà, on ne pourra pas répondre à tout, bien sûr, hein, mais voilà, on pourra quand même essayer de grouper par type de questions. Alors, je vais donner à Lola la possibilité de parler, puisque c'est moi qui ai la haute main. Voilà, donc Lola, si elle souhaite intervenir, peut le faire. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bon, alors, je ne savais pas que je, que je serais appelée à prendre la parole sur, sur mes retours par rapport au numéro, parce que ça a fait bouger dans ma pratique de travail, donc ça va être de l'improvisation, puis je pense que je serai assez courte. Mais en tout cas, juste d'abord, rebondir peut-être sur ce qu'avait dit Anne et aussi sur en fait ce qui moi aussi m'a le plus troublée et travaillée quand je me suis mis à réfléchir à ce que le CARE pouvait apporter à mon sujet, puisque je travaille donc sur les assistantes sociales dans l'entre-deux-guerres, ça a été cette même question de comment faire pour transposer un concept de sociologie qui a toujours associé le CARE à un travail subalterne et dévalorisé, à une situation où moi aussi, hein, comme Anne ou comme Charles-Antoine Vanek qui a participé au numéro, où en fait ce sont des femmes qui sont dans une position sociale qui n'est pas du tout dévalorisée et dans une relation où le pouvoir avec les relations de pouvoir avec les usagers de l'assistance sont inversés, en fait. C'est plutôt les assistantes sociales qui sont en situation de pouvoir. Et Anne, tu as parlé du sens du mot service qui masquait des rapports des situations de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve complètement dans les archives des assistantes sociales et de la formation des assistantes sociales, mais aussi parce qu'il y a cette continuité très forte, pour le coup, entre les sœurs de charité et les assistantes. Et les assistantes sont encore imprégnées par le vocabulaire religieux, mais du coup, le service pour les assistantes sociales, c'est quelque chose qu'on doit à plus démunis que soi. C'est parce qu'on est en situation de pouvoir ou de domination sociale qu'on doit se mettre au service des autres par esprit de solidarité. Ensuite, sur du coup ce que ça a apporté, du coup, une fois que je me suis saisie de ce concept en acceptant que ce n'était pas une transposition parfaite et que voilà, je ne regardais pas forcément un métier subalterne, etc. Mais ça m'a quand même permis de mettre au cœur de mon interrogation la question du travail émotionnel pour les assistantes sociales. Moi, c'est surtout par ce biais-là du travail émotionnel que j'ai interrogé le CARE, parce que l'autre difficulté, outre la question des relations de pouvoir, c'est que moi, il n'y avait pas de rapport de soins du tout. Il n'y a pas de soins du corps chez les assistantes sociales. Il y a pas elles prennent très peu en charge la maladie, etc. Donc la dimension, le dialogue entre care et cure, moi je le voyais beaucoup moins. Mais par contre, le travail émotionnel, ça m'a été extrêmement utile parce qu'il est très présent pour les assistantes sociales qui font face à des situations très dures, avec beaucoup de misère, et qui se confrontent à ça bien souvent pour la première fois. Et ce qui m'a intéressée dans l'article, c'était de voir comment les écoles et la formation professionnelle cherchent à apprendre à ces assistantes sociales à maîtriser ce travail émotionnel et à prendre sur elles face à ces situations de rencontre avec les usagers. Donc ça m'a permis de lier
une histoire du travail avec une histoire des émotions, beaucoup. Et alors que c'était quelque chose que j'avais mis de côté jusqu'alors dans la thèse, sans doute parce que j'avais peur d'essentialiser le travail des assistantes sociales autour de ces questions d'émotion et d'empathie. Et là, ça m'a obligée à les mettre au cœur de mes questionnements. Voilà, c'est tout pour l'improvisation, je pense. Mais, merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde et de donner l'occasion de réfléchir à tout ça. Merci beaucoup pour cette réaction d'une autre collègue qui a participé au numéro. Merci Lola. Alors, je vais pouvoir prendre des questions. Il y a donc déjà eu des questions par écrit. Si des personnes du public... Peut-être, je peux dire une petite chose avant... Comment? Je peux dire, c'est Mathilde qui parle. Oui, Mathilde. Non, peut-être dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a aussi des gens dans le dossier, c'est dommage qu'elles ne soient pas là, mais qui n'ont pas forcément... chez Lola, ça a beaucoup fonctionné, cette rencontre avec le CARE, et je pense que ça a fait changer son approche. Il y a des gens comme Violaine Tissot qui ont contribué au dossier, qui restent sceptiques sur l'usage du CARE. Alors, c'est un peu dommage parce qu'elle n'est pas là pour en parler, mais nous, on trouvait que ça fonctionnait beaucoup. On aime beaucoup son article. Et pour autant, je pense qu'elle ne l'utilisera pas à l'avenir dans son travail. Donc, il y a aussi parmi nos auteurs des réceptions différentes. Voilà, c'est pour ça, pour se jeter un peu des pierres et dire qu'on n'a pas réussi à convaincre tout le monde, y compris les gens qu'on a invités à travailler sur ces questions-là, quoi. Voilà, mais je me tais. Est-ce que Caroline et moi, on peut répondre à la question sur la charité, et puis finalement le point sur les assistantes sociales, puisque je pense que c'est... mais rapidement ou pas, puisque c'était les premières questions posées. Parce que tu me corrigeras, hein, Caroline, parce que c'est vrai que c'est tout le temps le type d'objection qu'on a depuis le début, de dire, ah oui, le CARE, enfin une espèce de dévalorisation du CARE, enfin d'éthique du CARE, en termes de charité, comme si c'était dévalorisant, en fait, et avec cette critique très fréquente aujourd'hui dans le monde intellectuel de tout ce qui est compassionnel, sentiment, etc. Et quand il y a eu des attaques très fortes contre le CARE, c'était sous les termes de cucu sentimental. Donc, c'est vrai que du coup, on a un peu pris l'habitude de dire déjà que CARE et charité, de toute façon, c'est des choses très différentes, y compris étymologiquement, hein, puisque CARE, ça vient vraiment d'un mot, une racine plutôt germanique avec quelque chose qui vient plutôt d'un mot qui veut dire souffrance, alors que c'est pas du tout caritas. Mais c'est vrai que souvent on voit care, charité, on a l'impression que c'est la même chose. Donc c'est vraiment des registres qui sont complètement différents, puisque dès le départ, care c'est en lien avec vraiment une relation à la souffrance d'autrui, hein, d'où le souci d'autrui. Cela dit, évidemment, c'est absolument passionnant de voir ce lien entre CARE et religion. Et je pense qu'à cause de ces des discussions, des objections contemporaines, on ne le fait pas assez. Et moi, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant de voir ça. Et ça m'a permis aussi de comprendre que, en fin de compte, il faut aussi vraiment, dans la discussion sur le CARE, on a eu trop tendance, notamment peut-être sous l'influence de John Tronto, hein, même si on l'aime beaucoup, à dire attention, le CARE, c'est pas sentimental, c'est du travail, et à désentimentaliser le CARE. Je crois qu'en réalité, toutes ces analyses, alors d'une part, déjà, Arlie Hochschild, qui a joué un rôle très important avec, évidemment, donc le travail émotionnel, d'autre part, donc tout ce que vous décrivez, hein, c'est aussi une façon de dire que, évidemment, qu'il faut parler de cette articulation du travail au sentiment, hein, dans la description du travail des assistants sociaux, donc des novices, enfin, et simplement
pour éviter l'espèce d'objection qu'on a toujours et de cette contre ces sentiments, c'est de bien dire que ce qui va justement définir cette portée éthique du care, c'est les sentiments de ces femmes qui eux-mêmes, en fait, en tant qu'ils vont être exprimés, décrits et racontés, vont définir en fait la valeur morale de cela. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce qui m'a toujours beaucoup gênée, c'est beaucoup de personnes qui, en sociologie, s'intéressent au travail de care, mais n'aiment pas le care, parce qu'elles vont dire c'est une façon, enfin, je ne citais personne, mais ça m'horripile, vont dire que finalement, si on dit que le care c'est bien, on va dire que c'est super d'exploiter des pauvres femmes, et parce qu'on va sentimentaliser ça, ce qui est vraiment, en fait, vraiment une erreur, parce que ce que veut faire le care, c'est justement donner la parole, considérer que ce qui définit le bien et le mal, c'est justement ce que font, ce que décrivent, ce que disent ces femmes. Et ça, c'est vraiment alors, puisque vous voulez mettre ensemble l'histoire du care, l'épistémologie du care, vous montrez que c'est absolument inséparable, puisque, effectivement, il faut arriver à mettre en valeur, historiquement parlant, comment, en fait, par tous ces parcours, toute cette documentation, les discours, les activités de ces femmes, il y a en fait une autre morale qui se définit en fait. Donc c'est pas la morale habituelle du bien et du mal. Excuse-moi Caroline, je pense que tu pourrais expliquer ça beaucoup mieux que moi si tu veux bien dire un mot de plus. Non. Oui, alors je ne pense pas pouvoir l'expliquer du tout mieux que toi. Vous m'entendez? Parce que j'ai pas. Non, mais par rapport à la sociologie, pourquoi Non, mais je te rejoins complètement. C'est-à-dire que l'un des risques de la sociologie, c'est de faire du care un objet et de faire une sociologie d'objet. Or, c'est pas ça. On peut en faire, pourquoi pas. Mais pour le coup, on n'a pas besoin du care pour faire cette sociologie-là. On peut faire une sociologie du soin, par exemple. Voilà. Donc, si on se saisit de cette catégorie, de ce concept, c'est pour ne pas en faire un objet. Et là, on peut s'en servir de différentes manières. C'est que ni Sandra, ni moi, on veut verrouiller, on dit ah, ça c'est du care. Non, c'est pas ça, mais simplement, il me semble que Tronto, elle veut faire une espèce d'analyse un peu systémique. Elle vient politiser et donc elle se place à une sorte d'échelle systémique, mais elle récupère aussi les pratiques. Et bien sûr, care, charité, je crois là aussi qu'il ne faut pas oublier pour le coup Gilligan, et c'est un petit peu là mon obsession en ce moment, qui elle ne pense le care comme une éthique du maintien de la relation. Et le maintien de la relation, ça veut dire qu'on ne s'oublie pas dans cette relation. Donc tout ce qui est dans la charité, de l'ordre du don de soi, je pense que le care permet de penser ça un petit peu différemment. C'est maintenir les autres et soi et les autres, et c'est maintenir un monde commun. Donc pour le coup, je pense que la catégorie qu'il faut aller rechercher, c'est pas public-privé, mais c'est celle du commun. Et je pense que c'est vraiment ça, qui en tout cas pour moi, c'est vraiment ça qui fait sens. Mais il est vrai que votre travail, Anne, sur les religieuses, je le trouve effectivement très important parce que d'une certaine manière, vous êtes obligé de repréciser tout cela parce que j'imagine que immédiatement, l'intuition première, c'est de se dire bon, bien sûr, les religieuses, à cause de la vocation, bien sûr qu'elles font du care. Je pense que c'est pas si évident et donc réinterroger tout ça dans ce contexte-là, c'est particulièrement efficace en fait. Merci pour ces réponses. Il y a deux questions que je voudrais faire remonter et dont je voudrais informer l'ensemble des participants puisqu'elles ont été posées aux panélistes. Donc, une question qui demande
si en plus de la philosophie, de l'histoire, de la science politique et de la sociologie, nous avons sollicité et mobilisé des économistes dans nos réflexions sur le Caire. Alors voilà, ça c'est la question. Est-ce que qui voudrait répondre? Clyde? Caroline, oui, je pense bien, mais c'est vrai que je voulais indiquer que dès le départ, bien sûr, hein, les réflexions sur le Caire, elles ont été extrêmement présentes chez les économistes à cause de tout le travail sur les inégalités salariales, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'au final, c'est le sujet principal, c'est les bas salaires dans les professions de Caire, et puis tout ce qui est réflexion sur les professions de service, donc des gens comme Florence Vannicatrice, par exemple. Il y a eu vraiment dès le départ des collaborations. Et puis, j'ai rencontré Caroline grâce à Dominique Méda, en fait, hein, donc qui elle-même, d'emblée, avait trouvé que c'était une question très intéressante, qu'on a très souvent trouvé chez les économistes, exactement comme une partie des sociologues, c'est l'idée, le Caire, c'est pas bien parce qu'en fait, il ne faut pas donner dans le moral et dans l'éthique, il faut vraiment rester dans le domaine descriptif des professions. Donc, il y a toujours en fait cette volonté de désentimentaliser que je trouve vraiment intéressante parce qu'au fond, elle est quand même assez sexiste. Ben voilà, donc, mais je pense que toi-même, tu as travaillé avec des économistes directement, hein, Caroline? Alors, un tout petit peu avec Nancy Folber au sujet de la vocation, justement, hein, de l'argumentation des économistes, qui est de dire que dans le travail de Caire, comme c'est un travail de vocation, qu'on fait par vocation, il y a des rémunérations symboliques. Il y a des rémunérations symboliques qui sont l'intérêt moral. Donc, c'est une manière de complètement retourner l'argument éthique en disant, finalement, ces personnes ont l'impression de faire quelque chose d'utile à la société, de moral, qui vient les gratifier, elles, moralement. Et donc, le salaire, ça donne du sens à leur vie aussi. Et donc, c'est tout ce que vous disiez, Anne, aussi sur la vocation. Et donc, finalement, c'est normal qu'elle soit peu payée. L'essentiel de la gratification n'est pas dans l'argent, mais est dans la morale. Et donc, Nancy Folber, elle vient complètement, elle, démonter ça en économiste. Donc, en disant, très souvent, dans ces métiers-là, c'est les métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, etc., etc. Anecdote. Donc, dans le petit article que j'ai écrit pour le numéro, la dimension économique, alors je n'ai pas mobilisé de travaux d'économistes, mais la dimension économique du travail de Caire et sa dévaluation en termes salariales, elle était centrale dans les faits que des femmes médecins à qui on confiait une médecine du Caire plutôt qu'une médecine du Cure se rebellaient et finalement refusaient, écrivaient des pétitions en disant « mais non, on ne veut pas faire de ce travail qui est un travail dévalorisant autant que dévalorisé ». Et voilà. Et donc là, elle mêlait à la fois les représentations, l'éthique, etc. et très clairement la question de leur émolument. Donc je crois que quand on travaille sur la question du travail de Caire, on va forcément faire un passage à un moment par la question de l'économie. Je ne vois pas bien comment on peut faire autrement. Voilà, c'était juste un élément de réponse. Clyde voudrait intervenir. Oui, et très rapidement. C'est vrai que du coup, nous, du côté de l'histoire, on travaille peu avec les économistes. Il y a moins de convergence des luttes épistémologiques. Notamment parce que les champs disciplinaires à l'université, pour le coup, séparent très fortement ces deux branches à tort, hein, et qu'on a découvert souvent les économistes qui travaillaient avec le Caire a posteriori. Mais en tout cas, vraiment, les travaux cités par Caroline Dibos, j'ai mis un lien dans le chat, ont été une révélation pour nous, notamment sur le chiffrage du travail domestique. Et par ailleurs, juste pour revenir sur tout ce qu'ont dit nos intervenantes et pour faire le lien avec cette question
des mots qu'on emploie et des disciplines en fait qui peuvent venir dans le care. Je pense que vraiment, et ça c'est dans un article de Sandra que je l'avais lu, que le care c'est une éthique de la description en fait. Je pense qu'à partir du moment où on le pense comme ça, plutôt qu'en termes d'objets, plutôt qu'en termes de configuration précise, mais en termes de façon de voir, de façon de porter attention au ras des individus, au ras du sol, aux gestes, aux émotions. Là, effectivement, on peut se rendre compte à quel point on aurait pu et on aurait aimé avoir des économistes à nos côtés pour ce type de dossier, qu'il y a encore bien des choses à faire justement pour travailler ensemble sur les questions de care. Donc voilà, je voulais juste remettre cette petite expression d'éthique de la description, je la trouve extrêmement utile en fait pour penser avec le care et tous et toutes se l'approprier en fait pour nos travaux et nos façons ou nos réflexions même plus générales sur la situation actuelle. Et c'est pour ça que j'avais mis le lien vers l'article du Monde. Vous voyez, il y a une lutte d'aide à domicile dans le Loir-et-Cher depuis 2 mois pour faire reconnaître la fonction essentielle du travail qu'elles font. Et ça, évidemment, engage des questions autant économiques que historiques de d'évaluation, que philosophiques sur la place qu'on apporte au fait de prendre soin des autres, etc. Et Clyde, juste pour compléter, on avait aussi assisté à une conférence dans le grand amphi de la Sorbonne de Nancy Fraser sur le poids du capitalisme dans la marchandisation du care et dans la manière dont l'économie de service s'intégrait à l'histoire du capitalisme. Alors, c'est des visions très macro qui sont loin de celles de l'histoire sociale qu'on pratique, mais on avait quand même aussi ça en toile de fond dans notre réflexion et toute la question de la marchandisation de ce travail-là. Voilà, on n'a pas encore fait des études hyper précises là-dessus parce que c'est très compliqué et peut-être un peu aride comme terrain. On ira des émotions à leur monétisation progressivement, je pense, mais voilà, c'est sûr qu'il y a un chantier d'histoire économique important à ouvrir de ce côté-là. Et si je puis me permettre, juste pour rebondir encore sur ce que vient de dire Clyde, il me semble que ça rejoint l'une des questions que posait Caroline dans son intervention, qui est sur quoi est-ce que les historiens peuvent travailler en termes de sources, de traces et d'archives. Mais en histoire, on est habitué à essayer de rendre visible ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est pas à première vue, ou ce qui ne l'est pas immédiatement. Et donc, cette éthique de la description, c'est précisément la méthode qu'on peut essayer d'appliquer, ou qu'on peut garder comme horizon en tout cas, pour faire remonter des traces, regarder nos textes qu'on croit bien connaître, mais avec un œil nouveau, plus attentif à ces traces micro ou infimes, hein, mais qu'on va quand même arriver à retrouver. Évidemment, dans les études en histoire des femmes et du genre, on a l'habitude de ça. Ça devient un peu un réflexe. Donc, on peut espérer que ça devienne aussi une forme de réflexe dans nos méthodes en histoire. Voilà. Je voudrais juste attirer votre attention sur une autre question d'Arnaud Colombel qui demande, dans la terminologie care, quel est l'équivalent de la compassion? Alors, c'est peut-être plutôt une question pour Anne Jussomme, mais je ne sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre souhaiterait répondre, et peut-être que la réponse n'est pas évidente et qu'elle reste posée. Hein. Voilà, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de terminologie care, hein. Il n'y a pas une novlangue care où tous les mots ont des sens particuliers. La compassion continue, voilà. Et voilà, c'est une forme de care, hein, puisque c'est effectivement comme l'empathie, mais c'est qu'une partie en fait de la thématique. Donc, je crois que c'est tout. On peut dire que ça fait partir du répertoire des attentions, quoi. Mais... Ouais, exactement. Ouais. Moi, je voulais peut-être juste rajouter quelque chose par rapport à la dimension économique. Parce que en historienne, on voit au XIXe siècle naître des communautés qui revendiquent d'agir et de faire des soins de manière exclusivement gratuite. Et cette revendication de la gratuité, donc il ne doit y avoir pas de compensation financière dans les soins donnés, est perçue comme un moyen
d'entrer dans les milieux populaires, de susciter de l'admiration, de l'adhésion, etc. Mais c'est aussi compensé par la logique institutionnelle qui va être de susciter des dons auprès des personnes aisées. Et du coup, finalement, en revendiquant une gratuité, ça devient le moyen de devenir une communauté religieuse extrêmement riche parce qu'on va recevoir énormément d'héritage. Je pense en particulier aux Petites Sœurs des Pauvres que Mathilde connaît bien, qui devient une des congrégations avec l'un des plus grands patrimoines immobiliers français à la fin du 19e siècle, alors même qu'elles font des soins de manière gratuite, mais tout ça parce qu'elles suscitent énormément de dons et de legs. Et voilà, pour réfléchir à ces questions économiques, il y a pas mal de réflexions dans le monde religieux sur ce qu'on appelle l'économie de la providence. Il y a une autre façon aussi de penser les circulations, les échanges. Voilà. C'était juste pour donner une piste aussi de liens qu'on peut faire sur ces questions-là. D'accord, nous avons une nouvelle question de Pascal Cornuel. Les économistes distinguent-ils la notion d'intérêt pour l'argent, le pouvoir, etc., de celle de sens, au sens de la vie? Je pose cette question car pour les religieuses, la figure de Dieu incarné, le Christ, est centrale. L'idée d'amour, il dépasse la notion de sentiment puisqu'elle est sacralisée. Donc voilà la question du sentiment. Voilà, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là, ou plusieurs d'entre nous? Alors, moi, je veux bien répondre dans le domaine, c'est qu'il y a toute une réflexion qui est menée par des économistes et des historiens, mais pour le coup, pas du tout, plutôt des historiens des populations, pas du tout du côté du Caire et de l'histoire des femmes, sur la question de la valeur de la vie humaine. Donc, je ne sais pas si il y a même tout un numéro qui a été coordonné par l'équipe ESOP et autour de Fabrice Cahen, Paul-André Rosenthal et Guy Richard sur la valeur de la vie humaine et qui croise ces questions, surtout dans le domaine de la santé et des arbitrages que les États doivent faire sur des questions aussi vastes que celles de l'ouverture de lits d'hôpitaux, de la sécurité routière, de la régulation des violences dans le cadre privé. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est une question qui est très, très, très complexe économiquement, je crois, à résoudre, mais qui est vraiment passionnante quand elles sont bien expliquées. Nous, on n'était pas du tout, c'est pas du tout l'angle qu'on a adopté, parce que pour le coup, il faut des modélisations mathématiques assez distinctes, enfin assez spécifiques, je veux dire. Donc voilà, donc voilà, je sais pas si je suis dans la réponse à la question, mais voilà. Moi, c'est juste peut-être pour compléter un tout petit peu l'autre partie. Alors oui, l'identification christique, elle est centrale, mais elle est même omniprésente puisqu'elle sert à identifier les sœurs elles-mêmes. Elles s'identifient elles-mêmes au Christ et les membres souffrants du Christ, c'est le terme qui est désigné pour identifier les personnes vulnérables. Donc c'est véritablement autour de ça que gravite tout le discours et toute la façon dont le sens doit être posé sur les actes relationnel en fait, et puis voilà, le sens général. Et alors le problème de la question de l'amour, c'est que effectivement ça dépasse le sentiment, mais dans le langage du 19e siècle, c'est un langage qui est extrêmement affectif. Donc il y a toute une ambiguïté sémantique autour de ce langage de l'amour, de la charité. Vous avez des conférences qui s'appellent l'amour des pauvres, et il y a à la fois toute une conscience extrêmement forte de la dimension affective qui est employé dans des termes qu'ils appellent naturels, c'est le terme qu'ils emploient dans les archives, et tout un discours sur comment dépasser les sentiments naturels pour les conformer à l'idéal religieux qui est l'idéal de la charité au sens de la vertu théologale. Et voilà, et il y a toujours cette idée, et on rejoint en fait ce travail émotionnel en fait, qui est la prise en compte de sentiments et d'émotions naturelles, mais qui doivent être transformés dans un sens religieux pour les conformer à l'idéal de l'institution et à l'idéal évangélique. Voilà, pour nous donner quelques pistes. Merci. Stéphanie Laconier pose une autre question encore. Qu'en est-il du Caire dans le travail servile? Je pense au sens de thérapéo et de ses dérivés. Est-ce que... Alors, thérapéo, moi je ne le connais pas personnellement. Mais sur la question du travail servile, je ne vais pas apporter une réponse particulière, mais c'est vrai que dans notre dossier, on a un article sur la Grèce ancienne,
et où on voit en fait la diversité des tâches prises en charge par les femmes dans le cadre de l'oikos, dans le cadre du foyer, ou à ses abords, et qui concerne tant des maîtresses de maison que des travailleuses serviles, en l'occurrence dans le soin lié au corps. Donc, pour le coup, c'est aussi quelque chose, cette question de care, si c'est une éthique de la description qui touche au métier, aux tâches du lien et du soin aux autres, qui peut être utilement remobilisée pour voir dégager d'autres aspects du travail servile, du travail forcé, du travail contraint, avant que d'étudier le travail libre. Et c'est pour ça qu'on était très content d'avoir un article sur la Grèce ancienne pour voir aussi cet aspect-là. Alors évidemment, là, c'était avec d'autres mots. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde dans l'article les mots grecs. Je suis désolée, j'en ai fait en quatrième et après j'ai arrêté. Mais ils ont ce distinguo entre cure et care d'une certaine manière dans la Grèce ancienne. Alors là, je fais un anachronisme énorme. Hein. Tous mes collègues me diraient, mais c'est pas grave. Mais où effectivement, ils distinguent un soin qui requiert une certaine technicité médicale d'un soin qui relèverait d'une quotidienneté et d'une certaine manière d'une qualité propre aux individus et à leurs conditions dans la société, qui ferait que naturellement ils seraient portés à faire cela. Et pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant de ressaisir les profondeurs historiques du care dans les activités serviles, puisque ça permet aussi d'avoir des éléments de compréhension de ça va être très laid ce que je vais dire, subalternisation, ou de cette délégitimation. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'activités qui ont pu être valorisées à certains moments historiquement, mais qui, de fait qu'ils étaient aussi pratiqués par des individus disqualifiés ou déshumanisés, ont pu, notamment à partir du 19e siècle, au moment où il y a ce grand, je vais très vite, un grand réagencement du monde du travail et du partage des tâches entre productifs et reproductifs, qui vont du coup basculer complètement dans l'invisibilité. Donc, effectivement, c'est très intéressant hein, cet appel que vous faites. Je vous invite vraiment, je vais mettre le lien à lire l'article d'Hélène Castelli sur les gestes du soin, où vous pourrez avoir d'autres compléments. Et je voudrais juste ajouter que, en fait, en écoutant Sandra, Caroline, Anne au début de cette table ronde, ce qui me revenait à l'esprit comme, disons, spécialiste d'histoire africaine, mais aussi forcément intéressée par les mobilités de la diaspora africaine dans le Nouveau Monde, etc., je me disais, mais en fait, il faudrait essayer de réévaluer ce qu'on sait du travail servile, justement, avec une lecture de care. C'est-à-dire qu'en réalité, probablement pas une réponse très complète, mais parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Mais pour répondre à la question de Stéphanie Vaconi, je pense que là, il y a un chantier possible et ça rejoint le caractère finalement programmatique de ce numéro, hein, ce caractère programmatique qu'évoquait Mathilde dans sa présentation. On aimerait convaincre des gens que des objets d'études qui sont familiers, qui sont presque classiques, de travail servile, ce n'est pas un objet nouveau, mais je pense qu'il pourrait vraiment être réexaminé avec en tête cette grille de lecture, quoi. Et évidemment, c'est quand même le sens du groupe de Clyde et de Caroline sur la domesticité, je pense aussi quand même. Mais tout à fait, hein, voilà, il y a des choses en cours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais je crois qu'il y a vraiment de quoi faire, d'autant que le travail servile, c'est une forme de travail qui prend des modalités tellement variées dans le temps et l'espace, pour le coup, que je crois qu'il y a de quoi faire. Donc, voilà. Et, Anne, sinon, il y a effectivement beaucoup de réflexions sur le rapport service-servitude, finalement. Et il y avait, par exemple, dans le premier volume qu'on avait fait sur le care, il y avait un article d'Elsa Dorlin qui s'appelait Service et servitude d'Arca, avec cette dimension quand même qui est complètement centrale dans les recherches sur le care aussi, hein, d'inégalité raciale et de femmes qui sont mises au service d'autres femmes, etc., ce qui fait que ça reste toujours un sujet. Puis il y a le travail de Caroline aussi là-dessus, hein, donc ce modèle, malgré tout, de l'articulation care, service, servitude, c'est quand même un angle de lecture qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, justement, tout ce qui est profession de service est quand même vraiment
toujours au bord quand même voilà, de l'esclavage. En réalité, il ne faut pas non plus et les économistes ont aussi justement leur contribution à apporter sur disons, les glissements entre le travail non rémunéré et le travail peu et mal rémunéré. Enfin voilà, toutes ces pérennités-là peuvent être aussi interrogées de manière. Une toute petite chose sur la servilité. En fait, le discours de la servilité des domestiques, c'est un discours extrêmement puissant, notamment dans le droit à la fin du 19e siècle, pour les altériser. Donc, c'est vraiment ce discours-là, la nature servile des domestiques, qui justifie aussi de les exclure de tout un tas de choses, et notamment d'une partie du droit du travail, mais aussi des syndicats, des mouvements sociaux. Donc, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus récemment, et effectivement, il n'y a pas une rupture très nette, en fait, entre le servage et la domesticité. C'est pensé ensemble, en fait. C'est des choses qui sont sans arrêt pensées ensemble, et on retrouve aussi ça aujourd'hui dans l'expression que des travailleuses domestiques emploient, on n'est pas des esclaves, et qui est une revendication qui revient de manière très récurrente et très spontanée. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui est historiquement complètement enterré, ça survit dans le langage, dans le ressentiment, dans les formes d'altérisation, donc c'est important. Il y a encore une question. Leur tourne, ce sera peut-être la dernière question, selon la longueur des réponses qui y seront apportées. Parmi les témoignages que vous avez pu recueillir de la part des personnes qui exercent une activité de care. Anne qui avait une question juste avant. Une question sur l'environnement aussi dans les Q&A, questions-réponses. Hein. Il y a plusieurs sources de questions. Alors, il y avait au regard des capacités aussi. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? Pour Sandra, c'est une question. Pour les capacités, c'est intéressant que les penseurs des capacités vraiment travaillent sur le même terrain que le CARE, mais effectivement, on n'a pas utilisé Martha Nussbaum, par exemple, elle n'a pas parlé de CARE, elle va parler de capacités, et même Martha Hassen aussi, alors que la question, c'est vraiment en fait celle de l'inégalité de situation des femmes, absolument radicale, hein, mais c'est vrai qu'ils ne vont pas. Martha Nussbaum ne va pas en parler en termes de travail, en fait. Elle va en parler dans les termes dont on a parlé tout à l'heure, de la valeur de la vie et du fait que la vie de certaines personnes ne va pas être satisfaisante, ne va pas apporter le même épanouissement qu'à d'autres, et donc va moins valoir d'une certaine façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment la réflexion sur le CARE ces derniers temps s'est orientée vers la question d'une valeur différenciée apportée aux vies. Mais c'est vrai que Nussbaum ne va pas parler du travail de CARE, mais elle va toucher une question connexe, puisque finalement, celle du CARE, c'est aussi de savoir qui a la parole, en fait, qui peut décider des personnes qui ne peuvent absolument pas décider de leur propre vie, de leur propre sort. Et là-dessus, c'est une thématique de John Tronto aussi, de dire qu'en réalité, une vraie démocratie serait un type de gouvernement, une société où les travailleurs du CARE, les personnes qui assurent le CARE, puisque c'est les plus importantes, puisque c'est celles qui nous permettent de vivre, c'est elles qui devraient décider, en fait, donc des mesures sociales. Pardon. Excusez-moi, non, je trouve que ça rejoint un peu une des questions qui était posée plus haut sur qu'est-ce qu'on fait de la vulnérabilité de ceux qui sont soignés. C'est-à-dire qu'il y a une proximité très forte sur beaucoup c'est une question qui était posée au tout début pendant qu'on parlait. Qu'est-ce qu'on fait du fait que quand on étudie le travail de CARE, en fait, il y a une sorte de conflit moi, au départ, je viens plutôt de l'histoire des vulnérables.
Et je vois plutôt chez ceux qui s'occupent d'eux des détenteurs du pouvoir. En tout cas, je voyais la domination dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a une espèce d'effet de capillarité entre ceux qui soignent. Enfin, ça dépend. Hein, chez les assistantes sociales qui étudient le LASAPI, ça ne fonctionne pas du tout. Mais en tout cas, savoir à qui on réserve les travailleurs de care dévalorisés, c'est aussi intéressant. C'est quand même intéressant que, par exemple, dans le domaine de l'enfance, historiquement, les travailleuses du care sont plutôt des travailleuses avec des statuts sociaux élevés. Chez les vieux, à aucun moment, enfin dans le soin des vieux, à aucun moment, on a mis ni des médecins reconnus, ni des filles de salle reconnues. Enfin, voilà, c'est les subalternes des subalternes qui travaillent pour les vieux. Donc, ça dit quelque chose de la position dans laquelle on place l'attention, enfin, de la place, pardon, pas de la position qu'on donne aux personnes âgées. Donc, c'est mettre en regard la vulnérabilité de ceux qui soignent et de ceux qui sont soignés, ne pas les penser comme des rivalités, même s'il y a un article très intéressant de Molinier sur en EHPAD, le lien entre les aides-soignantes et la violence qu'elles subissent et la violence et la question de la maltraitance qui met justement en regard ce rapport-là. C'est très intéressant. Et c'est juste termine là-dessus, mais c'est une sociologue comme Christelle Avril qui est très rétive à la notion de care et qui travaille sur le service à domicile. C'est sur les assistantes de vie. C'est évident qu'on ne regarde pas de la même façon les violences selon qu'on travaille sur le personnel et sur les malades et les vulnérables. Et ce qui est intéressant, c'est justement de les prendre ensemble, de travailler vraiment sur la relation pour comprendre où situer ceux qui soignent et ceux qui sont soignés, quoi. En réalité, il y a vraiment une espèce de sphère partagée toujours de vulnérabilité dès qu'il y a des relations de care. Hein. C'est-à-dire que ça va être toujours des personnes vulnérables dont on s'occupe, mais les personnes qui s'en occupent vont elles-mêmes être vulnérables. Et dans la plupart des situations sociales qui sont décrites dès qu'on s'intéresse à ces relations de service, ça va être vraiment dans ces termes-là. Mais ce qui a été vraiment l'apport des réflexions sur le care, c'est de montrer en effet la vulnérabilité des pourvoyeurs de care. Hein. Ça a été ça le point politique, hein, finalement, premier, même si évidemment la vulnérabilité est des deux côtés. Hein. Donc, c'est tout à fait comme ça. Hein. Dans le même sens, et pour répondre à une question d'Arnaud Coulombel, parmi les témoignages que vous avez pu retenir de la part des personnes qui exercent une activité de care, quels sont les aspects positifs valorisants de leur activité que ces personnes mettent en avant? Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc très intéressant parce que Sandra, tu disais que justement l'éthique du care et que la position du care, c'était aussi prendre au sérieux et écouter ce que les personnes qui font le care disent, et d'autres positions sceptiques disent finalement on ne peut jamais être satisfait du travail de care parce que c'est un travail d'exploitation. Mais en réalité, moi, il me semble que l'une des choses sur mes terrains, donc pour répondre à la question, je ne dirais pas que c'est valorisant, mais la question du sens de ce que ces personnes font, la réponse, enfin, elles voient toujours du sens dans ce qu'elles font. Donc, je ne sais pas si c'est valorisant, mais en tout cas, toutes pensent que leur travail est un travail important, est un travail qui compte. Et c'est un travail dévalorisé, mais en tout cas, la valeur de leur travail, elles ne le remettent pas en cause. Et ce n'est pas la même chose que de dire est-ce qu'elles aiment les personnes dont elles s'occupent. Ce n'est pas la même question du tout. Et ça ne veut pas non plus dire qu'elles aiment leur travail et qu'elles n'aimeraient pas en faire un autre. Mais en tout cas, le travail qu'elles font a du sens. Et là, je pense que c'est quelque chose, si on n'adhère pas, si on prend simplement le care à partir
de l'exploitation du travail, et bien sûr ça l'est, ça invisibilise en même temps l'importance que ça a pour la société, pour tout le monde, et dont le rapport au travail de ces personnes-là témoigne, même si elles ont tout à fait conscience de se faire exploiter. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère que c'était clair. Non, non, c'est clair. Enfin, en tout cas, ça m'a paru très clair. Écoutez, je voudrais remercier tout le monde, le public, pour ces questions qui nous ont vraiment permis de mettre les points sur les i et de revenir sur tout l'intérêt de cette approche. Nos intervenantes d'avoir accepté d'intervenir dans des conditions qui n'étaient pas celles prévues il y a une année à peu près, lorsque nous avions décidé d'organiser cette table ronde. Évidemment, nos hôtes, l'Université de Chicago. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces échanges. J'espère que parmi le public, tout le monde a pu faire son miel de ces échanges et de ces débats. Merci à vous et merci pour le numéro, il est magnifique et merci de la discussion. Hein. On a vraiment de la chance de pouvoir échanger, hein. C'est formidable. Et ben moi aussi, je vous dis merci d'être, j'allais dire merci d'être passé, c'est peut-être pas le terme exact, mais merci pour cet excellent moment. Et donc, je rappelle que d'ici quelques jours, ça sera donc sur YouTube et avec un montage au cas où il y a, et bien le numéro, voilà. Et voilà, donc merci d'avoir fait ça avec nous et à la prochaine fois. Je crois que je ne sais pas quand ça sera en vrai, mais si jamais on doit le refaire en Zoom, eh ben, refaisons ça en Zoom. Ça a l'air de bien marcher. Je vois que la plupart des participants en plus sont restés jusqu'à la fin. Donc, je pense que tout ça est vraiment très bien. Et merci encore et bonne soirée. Très encourageant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une information, le numéro existe aussi en anglais. Donc, si vous voulez le partager avec la communauté anglophone, c'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.